Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes tranquillement installés devant votre téléviseur pour écouter les explications de nos experts et tous ceux qui nous regardent sur Facebook un peu partout dans le monde, qu'ils puissent eux aussi donc regarder, faire leurs commentaires. Ne pas oublier de nous faire des commentaires sur Facebook ou par mail. N'hésitez pas puisqu'on va les transmettre à nos spécialistes. Bonsoir Michel Bonchy, rédacteur en chef du journal Justice. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Je dirais tout à l'heure que j'ai encore été interpellé par des téléspectateurs et ils nous ont demandé de répondre à certaines questions. Voilà. Ah, ben c'est parfait. Ouais. D'accord, tu nous diras de quoi il s'agit Oui, tout à monsieur, l'heure. Ok, merci beaucoup. Oui. Donc, je regardais Michel, je n'ai pas vu si vous avez mis son journal à l'antenne. Grégory, s'il te plaît. Le journal Justice, est-ce qu'on peut l'avoir à l'antenne? Ben, on dirait que c'est plus compliqué que d'habitude. Voilà, il apparaît. Racisme et oppression devant le tribunal des peuples. Et on voit aussi que la CTM est plongée dans le marigot électoral. Alors, de quel marigot s'agit-il? Peut-être que Michel va nous en dire deux mots plus tard. Très bien. Merci beaucoup. Alors, bonsoir Eddy. Merci d'être avec nous. Il est redoutable. Michel est redoutable. Michel est redoutable. Surtout les photos qui accompagnent les textes. Tu sais, ça, c'est bien. Ça va bien. Bonne soirée. Non, mais merci je dois quand même dire que je ne suis pas seul. Nous avons un journaliste professionnel qui s'appelle Claude Bourquinville. Et puis vous avez un comité de rédaction, Nous avons un comité de rédaction. Et notamment l'iconographie, c'est plutôt notre ami Claude Bourquinville. Et qui, comme c'est un militant communiste, il a pas seulement la plume, mais il a le sens que l'image doit appuyer la littérature. En fait, l'image doit parler. Ils font l'heure, la devise de Paris Match. Le poids des mots, le choc des photos. Tout à fait. C'est ça, en fait. C'est ça la devise. Le choc des photos. Ouais. Très bien. Alors, donc, je voulais dire bonsoir. Oui, pardon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. C'est très important. J'ai vu qu'il y a de plus en plus de commentaires. Et de plus en plus loin, en fait. Oui. Des gens qui nous écrivent de continent africain, d'un petit peu partout. Alors, si on pouvait parler un tout petit peu de la Guadeloupe ce soir, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui font des commentaires et qui disent c'est bon, on est là, on est branchés. Ouais. Il y a 2-3 sujets sur la Guadeloupe, si tu veux. Ben, il n'y a pas de souci. Mais à condition, messieurs, que les précédents sujets qu'on va traiter soient traités plus rapidement. Oui, non, mais d'accord, puisqu'on a un timing et on ne peut pas déborder. On y va. Voilà, alors je vous propose déjà de regarder quelque chose, ça dure 1 minute à peu près, 1 minute 30, et avoir votre avis après. Parce que la dernière fois, je vous ai demandé, la dernière ou l'avant-dernière fois, qui commandait à la Martinique? Qui dirigeait la Martinique? Et il m'a semblé qu'on avait du mal à répondre à ça. Je sais ce que tu vas nous montrer. J'ai reçu ça. Je m'attends à tout. Donc, allez, Grégory, on y va. Voilà, donc on a cherché vainement si on voyait un Antillais, un Martiniquais, Guadeloupéen, Guyanais, parmi ceux qui gouvernent la Martinique. En fait, ce sont les
des gens qui sont envoyés ici en Martinique représenter l'État français, en fait. Hein, c'est ça, ce sont des gens qui sortent des grandes écoles, l'ENA, enfin, un petit peu partout, et on les envoie dans les certains diraient dans les différentes colonies de l'État français. Faut pas hésiter sur le mot. Hein. Alors, je sais que ça t'écorche la bouche, mais moi, tu sais, je suis entre parti communiste pour ça, justement. D'accord. Donc, est-ce que là, nous avons un peu la réponse de qui gouverne la Martinique? En tout cas, au nom de l'État français, nous n'avons aucun Antillais dans tout ce que nous venons de voir. Et Sarkozy avait dit à l'époque, diplôme, avec les mêmes diplômes, préférence antillaise pour envoyer les Antillais chez eux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas, comme l'a dit cette semaine, j'ai fait une émission avec Juliette Smeralda, elle disait c'est parce que nous ne sommes pas à la tête de nos institutions. La France est dans son pays, donc elle envoie ses cadres dans son pays, en Martinique. Alors, comment on peut expliquer ça? Pourquoi pas d'Antillais guyanais dans les différents postes comme ça? Ce sont des postes hautement importants et sensibles. Il y a deux raisons. Il y a d'abord les mécanismes centralisateurs jacobins de fonctionnement de la République française. C'est-à-dire les processus institutionnels par lesquels on nomme des responsables de l'État dans les grandes administrations. Et ces processus c'est un tamis dans lequel, quelquefois, les Antillais n'arrivent pas à passer. Beaucoup de fonctionnaires, la fonction publique, martiniquais, guadeloupéens, réunionnais, pour passer le cadre supérieur, sont obligés quelquefois de passer des concours et de s'expatrier. Et beaucoup, pour des raisons familiales, pour des raisons d'intérêt, ne passent pas ce concours. Donc, du coup, ils s'éliminent eux-mêmes. Bien, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la volonté politique. La nomination des fonctionnaires passe par un processus, mais notamment intervient le ministère de l'Outre-mer. Et là, à ce moment-là, selon tu as parlé de Sarkozy, selon les périodes politiques, il faut être compatible avec la politique du gouvernement du moment. Alors, la première fois, et là, je vais terminer là-dessus, laisser à Eddy donner son sentiment. La première fois où cette question a été posée, c'est sous la présidence de Giscard d'Estaing. Sous la présidence de Giscard d'Estaing. C'était en 75, c'est ça? Ouais. 74. Giscard d'Estaing avait inventé un concept nouveau, la départementalisation adaptée. Et pourquoi? Partant de ce qu'il appelait le malaise qu'il y avait aux Antilles, il avait notamment identifié le fait que dans la fonction publique et dans les principales responsabilités, il n'y avait pas d'Antillais. Et il a nommé un certain nombre de gens. D'accord. Bon. Et puis, il y a eu la crise, tu as parlé de Sarkozy, et Sarkozy, c'est venu après. Hein. C'est après 2009. Oui. Bon. Quand il y a eu cette crise politique, économique, sociale, identitaire, aussi majeure, il a eu des mots terribles. Il a dit le système que nous avons mis en place en 1946 est arrivé à ses limites, à bout de souffle. C'est-à-dire, il a identifié
il a organisé les états généraux. Et parmi les mesures, il y a toute une série de mesures. Voilà. Sur la vie chère, sur la concurrence, sur le développement économique, etc., etc., etc. Mais parmi les mesures, il y avait la nomination de fonctionnaires, comme tu as dit, à égalité. Non, ce que nous demandons, c'est la préférence. La préférence locale. C'est une revendication. C'est une revendication qui figurait, je ne sais pas s'il figure toujours, mais dans le cahier revendicatif des principales centrales syndicales martiniquaises, c'est à diplôme égal, à qualification égale, la préférence aux originaires des départements. Bien. Alors, on peut penser qu'il... Alors, pour terminer, mais on peut quand même dire que dans toute une série de domaines, il y a un phénomène de recentralisation ces dernières années. OK. Alors, avant de passer la parole à Eddie, je voulais dire peut-être qu'on pourrait penser que de nommer des Martiniquais à la Martinique, il y aurait peut-être un risque de copain. Mais on peut envoyer un Guyanais en Martinique, on peut envoyer un Martinique en Guyane, un Martiniquais en Guyane. Je ne sais pas moi, imaginons qu'en ordonne, tous les représentants de l'État, ce seraient des Antillais. Oui. C'est inimaginable mais infaisable. Oui, non, bon. Faut pas non plus qu'on se fasse d'illusions. Bon, il y a le petit florilège qui s'y occupe sur les réseaux, sur les Facebook. Bon, nous, on a créé un business news qui s'appelait les 500 noms du pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. Et on a mis les photos de tous les gens qui, selon nous, partagent la notion de pouvoir. Donc dans tous les domaines. Et pas seulement dans le domaine administratif. Parce que là, on est dans le domaine purement administratif de l'État en plus. De l'État. Faut pas se faire d'illusions. Moi, je crois que la majorité de la population française est blanche. La France a encore, entre guillemets, des colonies. Pour tenir ces colonies où il y a une population majoritairement noire, si tu commences à mettre des noirs, tes colonies, elles vont glisser, quoi. C'est clair. Et tous les colons ont toujours, comment dirais-je, fonctionné comme ça. Le jour où nous ne serons plus une colonie, le jour où la France aura décidé de faire en sorte qu'il y ait un pouvoir local fort et que les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais soient capables de se démerder tout seuls avec l'assentiment de la population, les choses changeront probablement. Il y aura entre guillemets un gouverneur ou un représentant, comme ça se passe en Polynésie. Hein. En Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, ils n'ont pas cette problématique-là. Ils ne regardent même pas ces gens-là. Ils sont tous blancs. Hein. Ils sont tous métropolitains. Mais comme ils ont un gouvernement local, ça ne leur pose pas de problème. Nous, ça nous pose un problème, apparemment, tout simplement parce que c'est la représentation de l'État. Mais en réalité, j'ai bien l'impression que la population martiniquaise est dans un rapport à l'État qui est un peu ambivalent. Parce que ils disent, ça circule, hein. Je veux dire, ouais, et puis, ouais, c'est pas normal, machin, etc. Mais en même temps, ah, mon Dieu, l'État français, vive l'État français. Heureusement que l'État français est là. Ah ouais, nos politiques, c'est vraiment des mecs pas bien, et heureusement qu'on a l'État français. Donc, tu vois, cette espèce de jeu, on parlait de complexité, on est dans ça. Hein. Donc, systématiquement, tu as une espèce de dualité. À la fois une critique acerbe de « Ah ouais, c'est rien qui métropolitain, qui... » Et puis en même temps, bon, ok, ben, nous allons mettre ça en aigle. Ah non, alors arrêtez, mais c'est pas bon. Voilà le discours que tu entends. Parce que... Attends, laisse-moi finir sur un truc. Par contre, il y a un préfet qui a pris d'énormément de risques, qui a dit à plusieurs reprises dans des réunions, il rassemblait tous ses directeurs de ce qu'on appelle les administrations centrales. Et puis il faisait des remarques qu'on peut juger étranges. Il disait, c'est bizarre, hein, il n'y a aucun noir, aucun noir autour de la table. Il devait en avoir un, quoi. Et c'était Dassonville. Mais Dassonville, c'est un numéro, hein. Parce que Dassonville, c'est un préfet très très particulier. Oui. C'est notamment un préfet
qui était le directeur de cabinet de Gaston Floss, Tout à fait. qui était le boss de la Polynésie française. Lui, il n'a pas de problème. Hein. Blanc, noir, machin, il s'en fout, c'est lui qui dirige. Ok, et donc c'est lui qui choisit. Et d'ailleurs, il engueulait régulièrement les représentants de l'État français. Et d'ailleurs, Dassonville était son directeur de cabinet. Et Dassonville, face à des remarques, on va dire, racistes de Gaston Floss, lui a foutu une baffe un jour. Il lui a foutu une baffe. Gaston Floss a décroché son téléphone et a fait expédier Dassonville. Donc c'est ce préfet-là qui, avec d'autres, mais lui plus particulièrement, il insistait pour qu'il y ait une mixité des représentants de l'État. Mais bon, quelle que soit ta couleur, tu es le représentant de l'État français. Tout à fait. Okay. Et quand tu es représentant de l'État français, il est clair que c'est d'abord l'État français qui passe et pas tes convictions personnelles. Et on a évoqué un exemple à plusieurs reprises au cours des émissions précédentes. Dès que tu commences à donner la préférence à tes convictions personnelles, au revoir. On a vu un certain nombre de dirigeants d'administration centrale après les émeutes de 59, et notamment le père d'Edoui Plenel. Exactement. Ok, qui était le recteur. Tout à fait. Recteur d'académie. Vice-recteur à l'époque. Oui. Et bon, donc la puissance de l'État dit que la politique de l'État en local était défaillante. Éliminé. Faut pas oublier ça. Si c'est nous qui avions, si c'est les Martiniquais qui dirigeaient la France, nous aurions envoyé... La France ou la Martinique? La France. Imagine ça. Les Noirs qui dirigent la France. On aurait envoyé des Blancs dans nos colonies. Mais qu'est-ce qui se passait? Et c'est là, tu vois, toute la difficulté. Il y a une liste qui circule sur le net, qui est la liste, je l'ai montré à Michel, c'est la liste des administratifs coloniaux originaires de Martinique, Guadeloupe et Guyane pour diriger l'Afrique. Ok? Et il y en a des centaines. Et il y a même une école qui avait été construite. L'école de la France d'outre-mer. Pour former ces gens-là. Ok? Donc, les premiers tenants de comment dirais-je, de l'ordre, c'est ça, de l'ordre en Afrique, enfin en Afrique et dans les colonies françaises de manière générale, sauf Martinique, Guadeloupe, Guyane, évidemment, c'était des Noirs. Faut pas oublier ça. Alors, j'ai entendu, il y a tellement de gens qui s'expriment en ce moment. Ce matin, encore aux nouvelles, j'entends une dame qui participe à une marche en français, et elle dit je suis outré, effectivement, par ce qui se passe avec la police. Parce qu'on nous a appris quand nous étions enfants que la police était là pour nous. Nous avons un problème, nous appelons la police pour régler le problème pour nous. Et le noir faisait partie des problèmes éventuels. Donc, quand tu entends ça, c'est vrai qu'en ce moment, ça chauffe de partout, mais tu entends tellement de choses en ce moment que tu te dis, ah, c'est pas possible. On est en 2020 là et je crois que la mort du citoyen américain a soulevé beaucoup de questions dans la tête de beaucoup de personnes. Hein. Enfin, c'est un peu mon avis. Hein. Bon, je pense qu'on a soulevé simplement un couvercle. Tout simplement, mais ces choses-là n'ont jamais... si nous parlons de la France. Oui. Si nous parlons de la France. Bon. Ici, nous avons souvent montré qu'il y a une tradition d'esprit colonial qui est ancienne et de supériorité de l'homme blanc par rapport aux noirs. Et que dans les différents racismes, il y a des différences. L'antisémitisme est une forme de racisme, mais ce n'est pas le même type de racisme que le racisme anti-noir. Le racisme anti-arabe est un peu différent. Mais s'agissant du noir, les clichés racistes, c'est que le noir est ramené à l'animalité, à la zoologie. Les singes. On voit ça en Italie, hein? Bon. Le noir, c'est un meuble, quoi. Bon. C'est un petit peu ça qui était dans le truc de Colbert, je crois. Et alors, ces clichés
ont imprégné profondément l'esprit français. Et par conséquent, et notamment certains corps de l'État, comme on va aborder la police. Donc, alors, loin de moi l'idée de dire que la police est raciste. Bon, je crois que il y a eu beaucoup de débats en France. Il y a des policiers racistes. On ne peut pas dire que l'institution soit raciste. Mais il y a des policiers racistes. Bon. Et c'est un peu comme le même phénomène qu'aux États-Unis. Le recrutement se fait dans les couches populaires, souvent défavorisées du territoire français, ruraux, etc., là où il y a beaucoup de chômage. Mais oui. Bon. Mais c'est aussi les couches les moins éduquées. Donc c'est dans ces couches-là qu'on trouve le préjugé remplace le jugement. On fonctionne sur des clichés. Les Noirs sont ceci, les Arabes sont ceci, les Bougnouls sont comme ci, Bon. Sauf les Juifs, on dit rien sur les Juifs. Parce qu'ils se défendent mieux que nous. Non, mais eux, ils sont habitués depuis plus longtemps, ça fait plus longtemps. Mais ils sont mieux organisés. Ils sont mieux organisés. Que la communauté noire commence à s'organiser en France. Il y a quelques associations, quelques groupes de pression qui se sont organisés quand même. Bon. Mais, effectivement, c'est... Donc, l'affaire George Floyd a, à mon avis, soulevé le couvert. Et puis, ça, bien sûr, elle a ramené sur le devant de la scène un certain nombre d'affaires, notamment l'affaire Adama Traoré. Moi, je pense que tout ça est récurrent. On ne va pas faire ici le florilège des émeutes. Parce que, bon, les émeutes qu'on a connues à Minneapolis, c'est rien du tout par rapport aux émeutes de Détroit, aux émeutes de Los Angeles, etc. Los Angeles, Charleston, la moitié de la ville a été détruite. Donc, aux États-Unis, c'est récurrent. Et ce problème de racisme est lié au fait que, et c'est un Noir américain qui me disait ça lors du congrès, j'ai évoqué ça déjà, le congrès d'Aimé Charles Nicolas, qui disait, vous avez de la chance, parce que même si vous êtes sous domination, mais vous êtes majoritaire. Nous, on est sous domination et on est minoritaire. Donc, tu vois, c'est terrible. Eux vivent une situation qui est désastreuse. Alors, l'instant seulement qu'on est majoritaire en Martinique, en fait. Largement. Et grâce, je parle des Noirs, des non-blancs. Et grâce à l'immigration clandestine, nous serons de plus en plus de Noirs. Faut pas se faire d'illusions. Les gens qui rentrent en Martinique... Alors la véritable question est dit, c'est est-ce que l'immigration clandestine va contrer le phénomène que ce petit diaporama démontre, c'est la partie émergée d'un iceberg qui est quand même ce qu'on appelle le génocide par substitution. Okay. Moi, je crois pas trop au génocide par substitution. Je pense que, enfin bon, vu les chiffres que l'on a, on est très clairement, et on aura du mal à être remplacé, entre guillemets. N'oubliez pas que la théorie du grand remplacement, c'est une des théories d'extrême droite fascisante. Donc, moi, je rentre pas dans ça. Ce que je voulais dire, c'est le fameux débat, tu sais, et tu l'as évoqué. Est-ce que la police est raciste? Est-ce que la gendarmerie est raciste, etc. Bon, moi, j'ai toujours souri face à ce genre de propos totalement démagogiques, puisque j'ai vu des scènes de liesse avec des jeunes noirs, des jeunes arabes, qui félicitaient les policiers après les attentats de 2015. Okay? Notamment à Saint-Denis. Quand les mecs avaient déchouqué les terroristes, les types venaient, ils portaient des fleurs aux policiers. Oui, mais il y avait aussi des Français. Oui, non, mais Saint-Denis, c'est un quartier. Oui. Je suis désolé. De 2014. De 2015. Charlie Hebdo. Oui, Charlie Hebdo, non, après, de novembre. Non. Donc, et ça, c'est typique d'une société finalement démocratique. OK ? C'est l'expression de la comment dirais-je, de la vérité. Mais chaque fois,
de manière très versatile. Alors, rappelons les chiffres. Hein. En France, les policiers tuent entre 25 et 30 personnes chaque année. OK? Pour on va dire 70 millions de personnes. OK? Aux États-Unis, pour 350 millions de personnes, les policiers tuent 1200 personnes. Oui. OK? Bon, on va me dire, ouais, mais bon, un policier n'a pas à tuer des gens. Bon, la majorité des gens qui sont tués par les policiers aux États-Unis, comme en France, ce sont des délinquants. Au moment où il y a un échange, ils ne les tuent pas en les étouffant, ils les tuent avec des balles. Bon. Mais il reste des cas qui sont marginaux, mais symboliques. Symboliques parce que dans 95% des cas, les chiffres sont là, ils sont des crimes à connotation raciste. OK? C'est-à-dire que, on ne verra jamais un policier noir tuant un blanc en l'étouffant. On cherche, ça n'existe pas. Par contre, un policier blanc tuant un noir en l'étouffant, en le frappant, etc., il y a environ une trentaine de cas aux États-Unis. Mais c'est 30 cas de trop. Mais rappelez-vous, 30 sur 1200 quand même. Bon. C'est pour ça qu'en France, ça existe, mais il n'y en a pas des milliers et des cents. Par contre, la réalité est la suivante. Il y a une avancée continuelle, presque irrésistible, des idées d'extrême droite dans la police française. Et ça, le gouvernement ne peut pas le nier. Tout à fait. Il y a quelques années, il n'y avait pas de syndicat Alliance dans la police nationale. On n'avait pas des policiers qui, une fois que leur service était fini, allaient servir de nervis à l'extrême droite. On a connu ça pour le RPR. On a même connu ça pour les socialistes. Hein. On va dire les partis classiques. Et puis, au fur et à mesure, donc, Michel a raison. Quand les gens, on va dire, éduqués, n'ont plus envie d'être policiers, c'est ça la réalité. Et donc, la police est obligée de recruter dans les couches les plus précarisées de la société, et c'est dans les couches les plus précarisées de la société qu'on trouve le plus de racistes. Hein. C'est pas compliqué. Faut rappeler que le racisme, c'est d'abord une idiotie. Hein. Exactement. Je ne dis pas que les gens précarisés sont idiots, mais parmi les gens précarisés, les idées idiotes, bêtes et méchantes font plus de dégâts que dans l'élite. Alors, il y a quand même quelques connards dans l'élite. On les voit sur les plateaux de télévision à longueur d'antenne, mais c'est symbolique. La majorité, et quand on regarde le vote, par exemple le péniste, je suis désolé, le vote de péniste, c'est pas dans les élites, c'est pas les énarques qui votent. Il faut dire ça. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder si c'est la même chose aux États-Unis. Mais oui. Exactement. Mais oui. Aux États-Unis, de c'est l'électorat de Trump qui nourrit la police, mais pas seulement. Et c'est là que ça devient intéressant. Aux États-Unis, dans la police et dans l'armée, les Noirs ont une place 3 fois plus importante que leur place dans la population des États-Unis. Quand vous regardez l'armée américaine, par exemple, alors je vais vous retrouver les chiffres, vous allez voir. Quand vous regardez l'armée américaine, vous vous dites, mais attends, on dirait qu'il n'y a que des Noirs. Mais effectivement. Il y a un film sur la guerre du Vietnam qui est remarquable d'ailleurs. Nous étions soldats avec un acteur, un très bon acteur. Eh bien, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est que les types qui étaient au contact, et qui se sont fait d'ailleurs étrier par les Vietnamiens, par les Nord-Vietnamiens, c'était en grande partie des Noirs. Donc, en fait, on recrute dans la population précarisée quoi? Des Blancs racistes et puis des Noirs. Donc, il y a d'ailleurs... Pour servir de Chewakano. Comment? Pour servir de Chewakano. Non. Dans l'armée, on va dire ça. Mais pour les Noirs qui ont du mal à s'intégrer... C'est une forme de promotion. Voilà, dans la société américaine, l'armée offre cette option. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, l'armée américaine, à l'intérieur, évidemment, il y a de très nombreux racistes, mais l'armée américaine est pour les Noirs, une formidable machine à intégration. Parce que derrière, il y a l'accès à l'université, à des travaux au sport, à des métiers réservés, à des emplois réservés, etc. Donc,
c'est ça la complexité. C'est-à-dire que tu te retrouves à l'intérieur de la police. Regardez les polices. Il y a des polices, par exemple, à Chicago. Chicago, la maire est noire. La police est à majorité noire. Tu te dis, si tu te laisses aller en disant la police américaine est raciste, eh ben, tu as toute une série de villes. Par exemple, Détroit c'est 60% de noirs. Hein. Okay, donc la police est noire. Atlanta, c'est une ville noire aujourd'hui. Donc la police est à majorité noire. Donc tu te retrouves à dire, ah ben, la police américaine est raciste, et tu dis, les mecs, si toute la police américaine est raciste, on a un problème là, parce que la majorité des flics, dans certaines villes, sont noirs. Donc en fait, il faut qu'on fasse très attention à ça, et puis surtout qu'on ne se fasse pas d'illusions. On ne se fasse pas d'illusions. Tu es dans le pays de la personne, on t'a dit que tu fais partie du pays, mais tu es minoritaire. Et l'Américain nous a dit, vous les mecs, vous avez beaucoup de chance. Vous êtes sous domination, mais vous êtes majoritaire. Donc ce genre de truc, ça peut pas vous arriver. Ce qui nous arrive ne peut pas vous arriver. Sauf, effectivement, si vous êtes à Bobigny. Par contre, si vous êtes au Lamentin ou à Saint-Joseph, ça risque pas de vous arriver. Parce que si ça arrive, il y a qu'à brûler. Ouais. Mais alors, il y a un élément dans ce que dit... Et puis après, on passe à un autre sujet, oui, puisqu'on en a plein. Je voulais simplement ajouter que parler de recrutement dans les populations paupérisées et peu éduquées, il a bien dit que tous les gens qui sont précarisés ne sont pas idiots, considérés comme idiots. Mais il y a aussi un élément sur le phénomène qu'on avait identifié il y a quelques années, ce qu'on appelle le petit blanc, qui pour se distinguer il est pauvre. Aux États-Unis ou ici? Aux États-Unis. Et il y a un peu le même phénomène en France. Il y a un peu le même phénomène en France. Comme il est précarisé, il est exploité, il est pauvre, il est exclu du marché du travail, il n'a pas d'éducation, etc. Mais il veut se distinguer en écrasant ceux qui sont à côté de lui, qui sont les Noirs, qui sont plus pauvres que lui. Donc, d'ailleurs, il y a un excellent film qui montrait ça, c'est un très vieux film de Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes. Ouais. Je vous invite à aller dans une enfin, comment on appelle ça là? Maintenant, c'est vidéothèque. Cherchez ça. Ou alors chercher sur Netflix. Sur le net. Mais oui, sur le net. Sur le net. Voilà. Bon, ça décrit bien ce phénomène. OK. Alors, on va passer à un autre sujet. Bon, on reste dans cette mouvance-là en ce moment, c'est ça un petit peu. Grégory, deuxième sujet, s'il te plaît, et nous revenons sur le plateau. Sous les hurrahs de la foule, ces statues de confédérés à Portsmouth sont détruites une à une. Depuis la mort de George Floyd, les manifestants antiracistes s'en prennent au symbole du passé esclavagiste. Le débat est relancé dans le pays. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a appelé sur Twitter à retirer du Capitole les 11 statues représentant des soldats et des responsables confédérés. Ces statues célèbrent la haine, pas notre patrimoine, explique-t-elle. Statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, L. Colbert du ministère des Finances, pour célébrer celui qui fut aussi l'auteur du Code noir sur l'esclavage. Hashtag sauvons Colbert ou hashtag déboulonnons Colbert. C'est moi qui disais que les Noirs n'étaient pas des êtres humains. Elles sont là. C'est-à-dire, il y a la statue de Colbert. Et cette statue, il faut la... Voilà, alors... Aux États-Unis, en Angleterre et peut-être dans d'autres pays encore, puisqu'on n'a pas tout visité, l'Australie, pour retrouver ces images, on déboulonne. Première question, pourquoi Colbert est encore en place en France, devant l'Assemblée nationale? Et deuxièmement, est-ce que ceux qui ont déboulonné en Martinique le 22 mai
finalement, n'ont pas lancé une mode que tout le monde a repris. Est-ce qu'ils risquent quelque chose, finalement? C'est deux choses, à mon avis, c'est deux choses différentes. Oui. C'est deux choses différentes. Les symboles qui ont été déboulonnés aux États-Unis, en Angleterre, etc. Les confédérés, ce sont qu'est-ce que vous bien expliquer ça? Ce sont des généraux sudistes qui se sont battus contre le Nord pour maintenir l'esclavage. Ouais. Bon, on peut penser ce qu'on veut de Victor Schœlcher, c'est pas pareil. Bon, par conséquent, autant il est compréhensible qu'on veuille éliminer les symboles du racisme, de la colonisation, du mépris à l'égard des peuples d'Amérique, des peuples indigènes, hein, puisque c'est en plus Christophe Colomb, c'est pas seulement l'Amérique, c'est aussi les Indiens. On a dans nos pays, on a éliminé les Caraïbes. Bon. Et les Taïnos. Et c'est pour ça qu'on a éliminé les Caraïbes que l'on a été obligé d'importer la main-d'œuvre noire. Donc, je pense que c'est normal que, enfin, on peut comprendre cela, mais les symboles, il faut faire attention. Ouais, moi. Bon. Enfin, c'est pas eux qui ont créé la mode, puisque je vous rappelle que en 1989, un certain nombre d'entre eux n'étaient pas nés. Il y a des statues de Staline, de Lénine, qui ont été déboulonnées, dans les pays de l'Est. Oui, c'est la chute du mur. La chute du mur. Bon, bref, ça a toujours existé. En fait, à la statue, ce qu'il faut, c'est cette dualité, donc cette complexité. Il nous faut insister en permanence sur la notion de complexité. Parce que la vie humaine est complexe. C'est-à-dire que les gens qui vont se ramener en disant, écoutez, c'est soit blanc, soit noir, hein, sans jeu de mots, ils ont tout raté, mais ils sont dangereux. Parce que, en fait, ils utilisent les mêmes ressorts philosophiques et émotionnels que ceux d'en face. Ce que j'appelle d'en face, c'est ceux contre lesquels ils luttent. Parce que quand tu luttes contre le colonialisme, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, tu luttes contre l'extrême droite, qui bâtit ça comme étant une philosophie et un mode de vie à la limite. Aux États-Unis, tu as des types qui disent, bon, écoutez, on ne pourra pas se débarrasser des Noirs, donc on va faire des États noirs et nous, on aura des États blancs. Et chacun va gérer son pays comme il l'entend. C'était un peu sur cela qu'était fondée l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, voilà, l'apartheid. La notion d'apartheid. Le développement, ce que Volcker appelait le développement séparé. Ouais. Enfin, c'est pas lui qui l'a créé. Lui, ça a été l'héritier. Quand on parle d'héritage. Début du XXe siècle. Exactement. Ouais. Mais le truc le plus important à intégrer, c'est qu'on ne mélange pas j'allais dire, l'admiration avec l'histoire. C'est ça. En fait, quand on met une statue, on édifie une statue, mais on déifie une statue. Au moment où on la plante. On est d'accord? Bon. Maintenant, nous, je pense qu'il y a un certain nombre d'intellectuels qui ont raison de dire, les mecs, ça sert à rien de démonter la statue, parce que de toute façon, quand vous serez mort, ils vont la remettre. Quelqu'un d'autre va la remettre. Parce que les livres d'histoire, l'histoire orale est permanente. Ça veut dire en clair qu'il se peut très bien qu'un jour, on puisse ériger une statue, et puis 100 ans plus tard, la détruire. Prenons un exemple très simple. Vous vous dites, j'arrive à Paris. Paris, c'est la capitale de la France, et la France, c'est Napoléon. On est d'accord? Eh bien, il n'y a aucune rue et aucun boulevard à Paris qui porte le nom de Napoléon. Il n'y a que 2 statues. Une qui est invisible parce qu'elle est au sommet d'une espèce de colonne, et puis une autre qui est dans un palais à l'intérieur. Voilà, 2 statues. Tu imagines? Tu es en France, quoi. Bon, par contre, Louis XIV, tu en as des centaines. Tu as même Versailles. En fait, bon.
Pour quelle raison? Parce que les républicains ont toujours considéré Napoléon comme un traître à la République. OK? Donc, les mêmes types qui aujourd'hui disent ouais, non, mais vous devriez pas péter les statuts, on est en République, la République, machin, l'histoire, c'est eux-mêmes qui ont interdit les statuts de Napoléon. Donc, en fait, cette notion d'histoire et de patrimoine ou d'émerveillement ou de célébration d'un homme ou d'une femme qu'on aime à une époque donnée doivent aller ensemble. Et les intellectuels en question disent, bon, écoutez, au lieu de péter la statue, mettez une plaque en dessous en disant, voyez ce mec-là, c'était un raciste. Voilà ce qu'il a fait. Il a tué un certain nombre de morts. OK? Et comme ça, il n'y a aucune chance que la statue soit remise, puisqu'elle est déjà là. OK? Ce qu'on va peut-être attaquer, c'est la plaque qui dit, ce mec, c'est un raciste. OK? Donc, en fait, il faut jouer sur ça en permanence. Et puis, à côté, puisque on est d'un camp en particulier et qu'on aime ce camp, ériger des statues à la gloire des gens qu'on aime au moment où on est aujourd'hui, même si les gens sont nés. Alors, mais il y a quand même un élément, et j'aimerais insister là-dessus, parce que bon, il y a des plaques qui ont été pétées aux Trois-Îlets. Alors non, Oui. vous savez que moi j'adore ça. La plaque a été pétée. Sur l'église des Trois-Îlets. Voilà, écoutez ça. Et il y a des gens qui disent que la ville des Trois-Îlets, c'est une ville qui... Métropolitaine. Ouais, c'est une ville de blancs, que le maire, machin, etc. Bon, la même ville des Trois-Îlets, ça se passe le 31 décembre 2019. Donc, il y a des gens qui disent, ouais, mais bon, votre cafout est fait. Il y a un prêtre qui s'appelle Épiphane de Moiran, qui a lutté, alors je vais vous donner, vous ne savez pas connaître ces bouquins, moi, je ne vais pas connaître monsieur. Gilbert Pagot évoquait à l'occasion d'une conférence organisée à l'hôtel Impératrice. Comme l'abbé Grégoire. Exactement, les prises de position manifestes Un prêtre anti-esclavagiste. contre l'esclavage de ce moine lors de son passage en Martinique en 1678. Donc au tout début de la traite, au tout début de l'esclavage, ok? Parce qu'il faut rappeler que Martinique c'est 1635, hein? Ça commence, ou 1650, voilà. Donc le mec arrive, il dit, messieurs, il faut arrêter ça. Et donc Gilbert Pagot dit, mais messieurs, quand est-ce qu'on va reconnaître le truc? Et puis, les gens disent, à Guimis, c'est côté monsieur sorti. Et puis, Fossanti dit, eh ben, nous apprenons, grâce à nos nombreux lecteurs, que la ville des Trois-Îlets, donc, tu sais, la ville qui est attaquée là, en permanence, a déjà procédé à l'inauguration d'une rue Épiphane de Moiran le 18 mai 2018. La même ville, tu vois. Donc, tu vois la complexité. Et puis, dernier truc, je peux pas ne pas vous le dire. Alors, il y a une grosse polémique ces temps-ci sur les réseaux, oui, sur cette histoire de Schellcher. Alors, il y a des gens qui, à mon avis, sont des gens honnêtes, consciencieux, donc des historiens martiniquais, des profs d'histoire géo, qui disent, bon, écoutez les mecs, le tout blanc, tout noir, non, c'est pas à nous, on va vous donner des éléments pour que vous puissiez savoir que notre histoire est complexe, il faut faire attention. Ah, il y a des mecs qui disent, ah ouais, vous n'avez qu'à mettre statut Schellcher, mais vous n'avez pas qu'à mettre statut Romain, et Pori Papi, l'avocat qui l'a sorti. Ouais. Pori Papi, alors mon cabazotli. Pori Papi a touché l'indemnisation. Pori Papi a touché de l'indemnisation pour des esclaves. Donc en fait, tu te bats pour sortir un esclave de prison, ce qui est très bien. Bravo, fantastique. Donc tu as droit à une statue. Par contre, tu es propriétaire d'esclaves et tu touches l'une des indemnités les plus élevées pour l'esclavage. Ok? Donc, on fait quoi là? On fait quoi? On met la statue ou pas? Parce qu'il y a des mecs qui sont contre ça. Hein. Il y a des mecs qui ont dit, pour papi, monsieur, nous passons à côté d'Italie. Est-ce que c'était en bouc qui était qu'à lutter contre l'esclavage? Oui, effectivement. Il était victime d'une surveillance attentive de la part du gouverneur en raison de ses activités en faveur des libres de couleur. Il était dans le conseil municipal de Saint-Pierre. C'est ça. Mais son fils était esclavagiste. Alors, je peux vous donner le nombre d'esclaves qu'il avait. Hein. Mais il a reçu une des plus grosses sommes. Donc, voilà.
C'est compliqué. Je ne résiste pas à l'envie de vous citer Che Guevara. Che Guevara, au moment où les Barboudos sont arrivés à La Havane, on lui a posé la question. Il y avait toute une série de statues à la gloire notamment de Batista, des gens de la dictature qu'il venait de renverser. Et Che Guevara a répondu, écoutez, laissons le passé, et construisons nos propres héros. Je vais t'aider. Oui. Je vais t'aider. La citation, alors, c'est vrai qu'on partage un certain nombre de choses. Tu as vu, on n'est pas tout le temps d'accord, mais celle-là, elle est extraordinaire. On laisse au passé ces symboles rétrogrades. Construisons les nôtres plus grands et plus nobles avec les forces de la civilisation retrouvée. C'est dans des termes beaucoup plus romantiques que ce que j'avais dit, parce que la caractéristique des révolutionnaires cubains, aussi bien Che Guevara que Castro, comme ce sont des hispanisants, il y a en plus ce côté romantique dans l'expression. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait autant de femmes qui étaient amoureuses d'eux. De Che Guevara et de Castro. Enfin, on dit des femmes, il y avait aussi des hommes. Bon, mais en tout cas, le sujet est d'une complexité inouïe. Et on découvre chaque jour des choses. Mais en réalité, on les redécouvre parce que tout le monde les connaissait. Enfin, tous les anciens les connaissaient. Alors, il y a dans cette révolte, quand même, internationale, il y a un phénomène générationnel. Oui. C'est-à-dire que l'anticolonialisme, l'anti-esclavagisme, etc., s'était assoupi depuis à peu près 20-30 ans. Et en réalité, c'est deux nouvelles générations qui découvrent des phénomènes et ils y apportent bien entendu l'enthousiasme, mais aussi bien souvent beaucoup d'ignorance. Oui, ouais. Ça c'est vrai. Ouais. Bon, mais ça c'est normal, je pense que... Mais ils ont raison. Ils ont raison, parce que derrière tout ça, on dit, les mecs d'extrême droite en France se disent, mais putain, mais qu'est-ce qui leur arrive, quoi? Quelle mouche les a piqués? Non, frère. La mouche les pique tous les jours. Dans le métro, dans les logements, dans les prisons. Ce que dit le récent rapport de Toubon. Ouais. Oui. La discrimination permanente, c'est ça le problème. Oui. C'est ça. C'est ça. Alors je vous propose de passer à un autre sujet, parce qu'on en a pas mal encore à voir avant de finir. Troisième sujet, Grégory, s'il te plaît. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Vous voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, une mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d'une interpellation qui n'était pas liée, c'est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais au crime qu'il aurait commis lui d'ailleurs et une partie de sa famille manifestement. Je n'ai pas à m'excuser parce que je n'ai pas colonisé, je n'ai colonisé personne, je n'ai mis personne en esclavage, de la même manière que tous ces groupes politiques et tous ces militants politiques eux-mêmes n'ont jamais été colonisés ou mis en esclavage. Et je pense que si nous devions refaire l'histoire, nous constaterions que toutes les civilisations, malheureusement, à des époques différentes, ont toutes colonisé ou été colonisées, mises en esclavage ou été esclavagistes, et qu'à partir de là, il est extrêmement malsain de vouloir entrer dans cette compétition victimaire sans fin et parfaitement injustifiée si nous voulons regarder ensemble dans l'avenir. Alors voilà un sujet qui va aller très vite, je pense. Bon, mais ça valait le coup d'en parler. C'est la nièce de Marine Le Pen. Qui n'est pas contente de ce qu'elle a dit. Marine Le Pen semble pas apprécier. Marine Le Pen est dans un processus de candidature aux élections et elle veut aménager l'image du Front National. Ceci dit, ça arrive aussi ici, à l'approche des élections, à certaines personnes qui... Ah mais c'est ça. Monsieur, je ne vois pas pourquoi il y a un parallèle. Alors, mais tu as raison. Pas de couleur. Tu as raison. Mais ceci, sur le fond, oui. Je ne suis pas responsable de l'esclavage. Non. Je n'ai colonisé personne. Je n'ai pas à m'excuser. Ouais. Bon. Alors, et il y a parmi ces gens-là des gens qui n'ont jamais eux-mêmes été ni colonisés, etc. Autrement dit,
c'est la négation même de la mémoire, dans la notion de mémoire historique. OK? Et de la mémoire identitaire. Alors, par contre, eux, dans ce courant politique, l'identité, ils la revendiquent, hein, l'identité occidentale, chrétienne, etc. Et qui est menacée par ce que disait tout à l'heure Eddy, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le grand remplacement. Mais le grand remplacement, c'est le grand remplacement, en gros, disons les choses, des Blancs, par les non-blancs. Par les non-blancs, c'est ça. Alors, c'est en ce sens que ce courant politique est un courant négationniste. C'est les mêmes qui ont dit que les champs à gaz n'ont pas existé et qui ne sont pas responsables. C'est singulièrement son grand-père. Exactement. Oui, entre autres. Négationniste et révisionniste. Condamné pour ça, en fait. Oui. Mais bon, heureusement qu'on est en République. Hein. Parce que, en fait, ce discours-là, c'est simplement un discours de, on va dire, de négationniste, tout ce qu'on veut. Mais c'est un discours, en fait, de déviation. Voilà, c'est les mecs, prochaine sortie à droite, nous, on n'est pas concernés. Ces gens-là ne se sont pas élevés contre le déboulonnage des statues de Staline. Au contraire, ils ont été là, ils ont applaudi, ils ont dit « Ah, c'est fini, on a fini avec le communisme. » Enfin, le capitalisme a une voie royale. Non, mais tu te rends compte? Donc là, il n'y a pas déboulonné, ni Haddock, il est déboulonné Winston Churchill. Hein? Bon, il n'y a qu'à déboulonner Christophe Colomb, etc. Il n'y a qu'à flipper. Parce qu'effectivement, ni Christophe Colomb, ni Churchill, ni tous les autres sudistes et ça, n'étaient dans le camp rouge, communiste, ok, etc., etc. Donc, en fait, je crois que ça a le mérite, cette fenêtre historique. Alors, excuse-moi. Hein. J'étais en train de dîner hier soir, quand je prends BFM TV, ça c'est à ceux qui télévision pour ça, Ouais. et m'ont tombé dans les baïtas. Et je m'apprêtais à prendre un petit verre de Bordeaux. J'ai pas pu boire. Hein. Tu es encore sensible. Tu es encore sensible. Tu devrais... Ça m'a écœuré. Non, mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que pour tous les jeunes en particulier qui nous écoutent, ce genre de discours a l'air d'être un discours d'auto-justification, quoi. Je veux dire, et puis contre la repentance. C'est un peu Sarkozy, limite. Ouais. Bon, et les frères, on n'a pas à s'excuser. On n'a jamais demandé aux citoyens français de s'excuser. Jamais. Par contre, on a demandé à l'État français de prononcer des excuses publiques, comme il l'a fait pour la déportation des Juifs, comme il l'a fait Chirac a fait ça pour la rafle du Veldiv, pour la collaboration. Je suis désolé. Donc, on en est en fait à un processus de réparation, ok, qui a eu lieu, je le répète, dans plein de pays. Les gens disent « Ah ouais, mais les Français... » Il n'y a pas que les Français. Les Anglais ont aboli l'esclavage en 1833. Les Français ont donné environ 15%, un peu moins, 7% du PIB français aux esclavagistes. Les Anglais ont donné 40% du PIB. OK? Bon. Donc, tout le monde a donné dans la criminalité, entre guillemets. Donc, c'est pas les populations, bien évidemment. Mais, tu vois, il y a, la technique, c'est moi, en tant qu'individu blanc, européen, je n'ai pas à m'excuser. On s'en fout de tes excuses. On veut pas de tes excuses. On veut deux choses. D'abord, une réparation, quelle qu'elle soit, une réparation. Pour moi, la réparation, c'est le développement. Et quelle qu'elle soit, quelle forme, on peut discuter des formes, c'est pas un problème. Et ensuite, l'excuse des États. Ok? Alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais la France a reconnu le génocide, en fait, des Noirs, en fait, l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais oui, bien évidemment. Mais ça veut dire quoi? Parce que tu reconnais, mais ça veut dire quoi? Il y a un autre truc qui est en cours. Et il va falloir qu'on s'y intéresse. C'est la France et les États-Unis ont reconnu
le génocide arménien comme crime contre l'humanité. Oui. Mais c'est là que ces mecs-là sont pas très fut-fut. Je parle des gens dont je partage un certain nombre d'idées, je l'ai déjà dit sur ce plateau. Ceux qui réclament la réparation, etc. Ne sont pas fut-fut, ces gens-là. Mais regardez ce que les Arméniens sont en train de faire. OK ? Regardez ce que les Juifs ont fait. Regardez ce que sont en train de faire les habitants des Chagos dans l'océan Indien. Les mecs sont venus, les Anglais sont venus. Ils ont dit, bon, et les frères, si oculés, on vous transporte à l'île Maurice et on fait une base. Là où vous habitiez, on fait une base américaine. Et le Parlement anglais a reconnu, c'est son demande, c'est tout, reconnu, mais il y a des réparations. OK ? Ben, comment vous réparez ça ? Vous avez pris 15 millions d'individus en Afrique, 15 à 20 millions, vous les avez mis, grosso modo, dans des camps de concentration pendant 3 siècles, et puis il y a eu un petit sursaut au début du 19e siècle, et vous les avez tués. Bon, on fait quoi ? C'est tout. Moi, pas moi des pièces Boug, Saint-Denis, ou bien Garges-Légonaises, ou bien Auxerre, d'y être responsable. Non, non. Je ne m'adresse pas à ces gens-là. Je m'adresse à l'État français. Bien. Alors, on va passer au 4e sujet. Grégory, si tu veux bien. Un sujet proposé par Eddy, qui va nous commenter ça. Alors, on est dans la périphérie de quelle ville ? C'est une ville métropolitaine ? Non, pas du tout. On est à Fort-de-France. Alors c'est un truc qui circule sur les réseaux et je m'étais promis de vous le passer. Alors j'ai enlevé les commentaires politiciens parce que ça n'apporte rien du tout, parce que ça stigmatise d'un parti politique ou des maires, etc. On s'en fout. Moi ce qui m'intéresse c'est que nous ayons des discours. Tu te rappelles ? On a déjà entendu ça ici, des discours où les Martiniquais se responsabilisent, etc. Et puis, les mêmes mecs, tu sais, qui disent oui, nous devons être fiers de notre pays, etc. Ah ben, alors c'est peut-être pas eux, c'est peut-être leurs cousins. De toute façon, il y a un membre de la famille, de notre famille, à tous ici, qui un jour ou l'autre a été déposé ça. Et ça, c'est des kilomètres. Hein. Le film original dure 3 minutes 15. Et le mec arrive au bout, et il y a des gens qui vivent là. Donc ça, c'est à Fort-de-France, près de l'usine d'incinération, en contrebas ou à côté de l'usine d'incinération, enfin vers la trompeuse. C'est ce qu'on appelle les VHU. Ah ben il n'y a pas que les VHU, là c'est des noix de coco, il y a de tout. Et bon, c'est en train de faire le tour des médias, mais je voulais vous montrer ça parce que en réalité, ça participe de la notion de complexité. C'est ça, ça c'est pas, je suis désolé les mecs, ça c'est pas des blancs qui nous ont dit de mettre ça là. Hein. Ok, c'est pas tous les mecs qu'on a vus tout à l'heure, tu sais, c'est nous-mêmes ça. Ouais. Ok, bon. Donc Michel Gué, au conseil municipal de Fort-de-France, va faire remonter mais les c'est pas de sa responsabilité, c'est ça qui est terrible, c'est pas de sa responsabilité, ça c'est la communauté d'agglomération. Tout à fait. La CACEM. D'accord. Ok, enfin, il y a quand même Fort-de-France dans la CACEM. C'est un problème juridiquement très compliqué, très complexe. Bon, mais en gros, c'est quand même une question de fric. Oui. Et derrière, il y a quand même le fait que l'État a lâché ça sur les collectivités et sans leur donner les moyens. Faut pas revenir systématiquement à l'État parce que il y a un personnage qui a été interviewé par un média qui dit mais voilà la décharge, voilà la déchetterie là. Voilà la déchetterie, elle est là. Gratuite. Elle est là. Ouais. De l'autre côté de l'autoroute, gratuite. Mais ben elle est là. Mais ceci dit, bon, le problème des déchets est un des problèmes majeurs de la Martinique. Tout à fait. Et nos déchetteries, etc., sont sous-dimensionnées. Et bon, avec notre consommation, nous sommes une société de consommation qui porte tous les produits du monde entier. Bon, ben, quelque part, il faut bien le traiter. Il y a un autre problème. Alors, et puis, un problème de discipline collective. Oui, mais il y a un autre problème dont on ne parle pas. C'est que la problématique des déchets est elle aussi victime de la corruption. On va me dire, ouais, putain, la corruption, toutes les sauces. Mais non. Tu es une entreprise. Je vous explique comment ça se passe. Tu es une entreprise, tu produis des déchets. Tu dois consacrer une partie de tes ressources financières pour les retraiter.
OK? Il y a un mec qui passe te voir, il te dit, Ousov, bah, ça, normalement, pour jeter dans des charges spécialisées, ou qu'elle paye 1000. Bon, moi, 500, on va gérer ça. Bon. C'est quoi? C'est quoi? OK? Donc, le type vient avec son camion, il vient avec son camion, au lieu de dépenser 1000, tu donnes 500, OK? Et le type disparaît avec les trucs. Et c'est fini, tu es tranquille. Alors, tu jettes un peu dans la décharge pour avoir, tu sais, les fameux formulaires de destruction pour dire, hé, les frères, mais les formulaires, certains d'entre eux, normalement, c'est pour 500, mais il y a marqué 1000 dessus. Comment tu fais pour avoir 1000 au lieu de 500? Donc, d'un côté, tu payes 500 pour évacuer tes déchets au lieu de payer 1000, mais tu as quand même ton truc où il y a marqué 1000 au lieu de 500. On appelle ça comment? OK? Voilà la réalité. Il n'y aurait pas tout ça de déchets-là s'il n'y avait pas une bonne part de complicité entre des entreprises. Parce qu'on a vu beaucoup de trucs de BTP. Si pas ni soutiré, pas ni volé. Exactement. Bien. Donc, il ne faut pas non plus accuser uniquement le citoyen. Tu vois, l'individu. Parce que, sans déconner, un type qui habite dans une cité au 4e étage, il ne dépose pas des gravats de 2,5 tonnes. Ou d'accord, et puis ouais, parce que nous, on est là, toute coco qu'il a, c'est pas un bouc qui mène un coco, c'est un bouc qui mène un bâché ou bien un camion. Autrement dit, un jour ou l'autre, nous devrons avoir une police de l'environnement extrêmement... Parce que le problème, c'est que, comme nous l'avons bâti, on nous dit que le tourisme doit être le moteur de notre économie. Bon, nous ne pouvons pas laisser défigurer le pays comme ça. Tu sais, l'une des solutions, à l'époque, on avait fait une étude pour la CACEM et on avait suggéré la monétisation du traitement des déchets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain réagit à un certain nombre de stimuli. OK? L'un des stimuli qui marche le mieux, c'est l'argent. OK? Donc, au lieu de foutre du fric en l'air, parce que les campagnes de communication, tu sais, de tri, c'est des millions d'euros, OK? Des dizaines de millions d'euros. Eh bien, on dit aux gens, écoutez, c'est pas très compliqué. Hein. Si vous ramenez les déchets, on vous donne de l'argent. Pas forcément sous forme de billets. Regarde sur le parking de haut marché. De Carrefour Dillon. Moi, j'ai vu, je me suis assis là pour regarder ça. Il y a une file d'attente avec des gens qui amènent. Ni un usine qui fermait parce que soi-disant, pas tenir ses bouteilles. Hein. Ouais. Mais là, moi, pas jamais voir ça. Ni des boucas vignes puis en bâché, il y a tiré cabas, machin, et puis les gens échangent donc leurs bouteilles contre des bons. Ah ben, c'est ça. L'une des suggestions qu'on avait faites à la CACEM était de dire, bon, les mecs, vous avez du mal à réduire on va dire l'incivilité, les gens foutent des trucs, et puis vous avez du mal à augmenter le nombre de kilos de déchets traités par les gens. Ben, c'est pas compliqué. Vous dites au club, donc je vais l'exprimer là, parce que j'espère que quelqu'un va entendre et répéter ça aux hommes politiques. Michel, malheureusement, n'est plus à la CACEM, mais il va taper sur la tête du mec qui le représente. On l'avait dit la chose suivante. Au lieu de foutre ce fric-là en l'air dans des campagnes de communication, vous le prenez et vous donnez ça à des associations sportives. Et vous leur dites, les jeunes que vous avez deviennent des policiers de l'environnement. C'est-à-dire, Yoka prend, maman, ne jette pas ça, donne-moi ça. Ils amènent ça à l'association, et l'association échange ces bouteilles contre du budget, voyage, équipement, etc. Ouais. Et là, je peux te dire qu'il n'y a pas une bouteille qui traînerait dans le pays. Comme j'ai vu à Dillon. À Dillon, c'est incroyable. Quand tu sais, mon t'as toute sa bouteille. Monsieur, il a volé à nos poubelles. Ne jetez pas ça, madame. Donnez-moi la bouteille, ça vaut de l'argent. La monétisation du traitement des déchets est l'une des réponses les plus efficaces qui soient au monde. Et on n'est pas les seuls à faire ça. Espérons que le nouveau conseil communautaire de la CACEM qui va être mis en place ce mois-ci entendra ces recommandations, il fera en sorte que ça n'existe plus. Parce voilà ce que nos amis, entre guillemets, activistes devraient faire. Devraient dire, nous pas sortis là, juste attends, nous pas monétiser bagaille là, nous pas bloquer ça. Parmi les raisons pour lesquelles j'ai été interpellé par un citoyen, je le disais au début, il y a précisément ce sujet. Une personne m'a abordé, me disait, mais elle avait vu un truc sur
sur la trompeuse. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais C'est c'est ce ça. film. C'est ça. Donc, en fait, nous sommes dans la même direction. Ouais. La personne qui était interpellée nous a observé. Prochain sujet, la recrudescence des cas du Covid. Vous avez vu qu'il y a une quinzaine de cas supplémentaires de gens venant de la France, ou enfin d'ailleurs, et du Canada. Est-ce que ce n'est pas encore... alors, qu'est-ce que ce sera pendant les grandes vacances? Parce que là, on a levé les barrières. Il y a plus de quinzaine, je crois, où il n'y en aura plus. Enfin bon, c'est aller virer qu'à aller, quoi. Donc, est-ce qu'on ne s'expose pas encore à une recrudescence beaucoup plus grave et avec cette histoire? Il ne faut pas faire de psychose, mais je suis content que tu abordes ce sujet parce que, aussi bien à la Martinique qu'en France, il y a un véritable dilemme. Il y a deux courants qui s'affrontent. Disons, en gros, il y a le courant qui dit, voilà, l'économie doit repartir. Il faut donc lever toutes les interdictions, tout ce qui gêne, etc. Les bars, les cafés, le tourisme, les avions, etc. Bon. Et puis, il y a quand même un courant qui, à mon avis, est plus réaliste. Par exemple, nous avons été destinataires d'un dernier avis qui date d'une 8aine de jours du Conseil scientifique local, qui est extrêmement réservé sur tout ça. Or, les chiffres que tu viens de rapporter sont postérieurs à ce document. Nous allons publier d'ailleurs dans Justice l'avis du Conseil scientifique local. Bon. Autrement dit, tous les cas, dit-on, sont des cas importés. C'est ce qu'on nous dit. Bon. Ça veut dire que il faut absolument imposer, et on en a discuté à la plénière aujourd'hui, Francis Carole a fait une intervention très, très brillante là-dessus. Il a dit il faut imposer le test 72 heures. D'ailleurs, je crois que même le comité martiniquais du tourisme dit ça. Bon, alors il y a d'autres lobbies du tourisme qui disent qu'il faut ouvrir. Bon, mais 72 heures, si vous êtes testé positif, vous ne partez pas. Ouais. Alors, je pense que bon. Alors, les 15 là, ce sont des gens qui sont arrivés, mais pour lesquels il n'y avait pas encore ce qui va être mis en place, c'est-à-dire le test préalable et puis le test 7 jours après l'arrivée. Bon. Je suis pas sûr que on puisse gérer tout ça de manière efficace. Pour une raison simple, ce sont les chiffres. Alors, je vais quand même vous les donner. Entre le 1er juin et le 30 septembre, il y a entre 70 000 et 80 000 Martiniquais qui arrivent, venant de France essentiellement, qui arrivent pour passer des vacances dans l'île. Ok. Bon. Tu vas donc gérer 80 000 tests à 72 heures. Imaginons, ok. Ça veut dire que le type il fait son test le lundi et il part, si j'ai bien compté, le jeudi. On va dire ça comme ça. Ok. Et s'il rencontre quelqu'un le mardi et le mercredi, ça, bon gars fait Tesla négatif, il est tranquille quoi. Il calère dans le bar, ça va chérie, comment vas-tu, et les enfants, poum poum. Il est porteur du virus, ok. Il est assis dans un avion, donc il dégage, tous les mecs qui sont dans l'avion sont contaminés. A priori, il suffit, tu sais, c'est proximité, hein, parce que il faut pas qu'on se fasse d'illusions. Et puis il descend, donc il est accueilli à bras ouverts, on lui dit, attendez, n'oubliez pas de faire un test dans 7 jours. Les mecs de l'ARS nous a dit, les gens ne font pas le test finalement. Oui. Ils ne font pas le test. Je l'ai entendu ce matin, il dit ça. Si on ne les appelle pas pour faire le test, mes frères, le mec est descendu, il est porteur du virus. Donc il va dans sa famille, parce qu'il a un truc qui dit, je suis négatif. Donc il va dans sa famille. Et puis tu connais la famille antillaise. Tu sais, dès l'aéroport, le mec, il arrive, il n'a pas de virus.
Ah oui. Comment vas-tu, ma chérie? C'est parti. Parce que les 15 dont on nous a dit, écoutez, ce Granier, je vous le dis, ils sont tous venus de l'extérieur. Mais entre le moment où ils ont fait le test et le moment où ils l'ont rapporté, ils ont embrassé leur famille. Dès la descente de l'avion, ils ont embrassé leur famille. On fait quoi? Ouais. Ça veut dire que les 15, tu vas voir que ça va monter. Mais Oui. on a déjà dit ça ici, Mano. On a déjà dit, c'est un choix. Ici, chaque année, il y a entre 100 et 150 personnes qui meurent de H1N1. OK? Il y a quelqu'un qui parle de ça? Personne. Donc, Covid, ça va être exactement la même chose. Ça veut dire qu'on a fait un choix. La France a fait le choix. Tous les grands pays européens ont fait un choix. Et ici, fatalement, nous le ferons. On va dire, il y a X personnes qui vont mourir du Covid. Et puis, les médias, vous êtes priés de ne pas en parler. Les hôpitaux, vous êtes priés de ne pas en faire état. Sauf si le truc devient dramatique. Tant que ça reste, tu sais, c'est, grosso modo, on a dit, voilà, en France, c'est 10 à 15 000 personnes par an. C'est bon, on y va. En Martinique, c'est entre 100 et 150. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, en France, il y a 150 000 personnes qui meurent du cancer. Donc, quand tu te ramènes avec ton Covid en disant « Ouais, putain, les mecs, faut bloquer l'économie, le Covid, 10 000 personnes. » Il y a un mec qui te dit « Frère, ni 150 000 personnes qui mort du cancer, donc moi, on parle. Ni 130 000 personnes qui mort de maladie cardiovasculaire. Donc, frère, bon, moi, on parle. Il y a 600 000 morts en France. Donc, je ne vais pas, pour 10 à 15 000 morts, je ne vais plus arrêter l'économie. En fait, la guerre, c'est quoi? C'est ce qui est intéressant, et c'est ça l'intérêt intellectuel du truc, c'est une guerre de communication entre un peuple qui a maintenant les moyens de communiquer et un gouvernement qui dit putain merde, les mecs vont me faire chier, ils vont me faire chier pendant toute l'année. Mais tu verras que ceux qui communiquent, eux-mêmes, au bout d'un moment, ils vont dire bon, c'est bon quoi. Ouais. Nous vous danser, nous vous manger. Néanmoins, entre le pire et le mieux, je vous dis quand même le mieux. Ok? Ce que je veux dire par là, c'est que il nous faut quand même considérer que il faut quand même attendre la fin de l'année 2020 pour savoir comment les choses vont se passer. Oui, mais attends, tu attends quoi exactement? Pour faire quoi tu attends? J'attends l'évolution de la pandémie pour savoir ce qui va se passer. C'est ce que proposent les scientifiques. Non, mais attends, Michel, les gens t'écoutent pour savoir ce qui va se passer, pour savoir si tu vas dire aux gens, vous pouvez y aller ou pas, c'est ça? Oui, c'est exactement. Ah je peux te dire que les gens, eux-mêmes, qui sont inquiets, les gens sont inquiets, ils vont pas attendre. Ils n'attendent déjà pas, là. Regarde-les, ils n'attendent pas. Pourquoi? Et tu le sais, nous l'avons dit ici. Oui, mais parce que s'ils attendent encore, ils vont mourir. Non, mais... Ils vont mourir. Non, mais les mêmes ont dit qu'on avait confiné trop tard. Alors, tu sais, je pense que gouverner, c'est aussi quelquefois, à certains moments, aller à contre-courant. Bon. Et dans ce domaine, il y a quand même, on peut tabler sur la rationalité quand même d'une partie des gens. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'imposer un certain nombre de précautions élémentaires, une discipline qui va limiter la diffusion du virus. Moi, je pense que on peut me raconter ce qu'on veut. C'est vrai, j'ai lu l'étude de la Chambre de commerce qui nous dit, bon, si l'économie ne repart pas, si l'économie repart doucement à la fin de l'année 2020, en gros, je traduis, on aura 10 000 chômeurs de plus. Mais oui, on aura 10 000 chômeurs de plus. Il faut mettre en place des mesures de chômage partiel. Il faut prolonger les mesures de soutien à l'économie. Il faut mettre l'argent qu'il faut sur la table pour empêcher cette catastrophe sociale, parce que la catastrophe sociale est moins pire que la catastrophe sanitaire. Oui, mais justement, il y a des gens qui vont te rétorquer. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais il faut entendre aussi ceux qui vont te rétorquer. Michel, combien de personnes peuvent mourir de ça? C'est ça. Les calculs sont très clairs. Si le truc est fou, si c'est 1% environ. Si c'est fou,
on va dire, allez, 200, 250 personnes. C'est vrai que 250 personnes, c'est énorme. C'est beaucoup de morts, ok? Mais il y en a combien dans l'année? 3000. Attends, Michel, laisse-moi aller jusqu'au bout. 3600 morts, ok? Donc, est-ce qu'on parle de ces gens-là? Est-ce qu'on leur rend hommage? Est-ce qu'on les protège? Est-ce qu'on fait des plans pour protéger? Ils sont invisibles. Non, ils ne sont pas invisibles, justement. Nous les rendons invisibles. Ouais. Or, le vrai débat, c'est ça. C'est, est-ce que, par notre discrétion et notre censure, notre autocensure, nous rendons invisibles 3600 personnes et nous rendons visibles 150 personnes? Or, c'est ça le vrai débat. Okay? Oui. Le vrai débat est de dire, attends, allons jusqu'au bout, faisons un tout petit peu de philosophie, même si parfois c'est un peu ardu. Le vrai débat, c'est quoi? C'est combien de gens nous acceptons de voir mourir? Or, la réponse, nous l'avons déjà. Nous acceptons de voir mourir, en 2010, 70 personnes de la dengue. Nous acceptons de voir mourir entre 100 et 150 personnes du H1. Nous acceptons de voir mourir des gens du sida. Nous acceptons de voir mourir des gens du cancer. Non. Nous acceptons ça sans faire de bruit. Mais nous n'acceptons pas. Pour le Covid, il y a quand même des mesures qu'on pourrait prendre. Nous n'acceptons pas. Peut-être. Nous subissons un certain nombre de phénomènes. En tout cas, nous croyons que nous les subissons. Par contre, pour le Covid, nous savons que la diffusion du virus est quand même ralentie par des mesures qui empêchent la circulation du virus. Oui, mais tu es d'accord avec moi, Michel, tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le sida tue plus de personnes je suis d'accord. En Martinique? Alors, je te pose la question, je me fais l'avocat du diable. Pourquoi? Prenons un exemple. On essaie de maîtriser l'épidémie de sida en Martinique. On essaie, politique de communication, etc. Pourquoi, par exemple, il n'y a pas des gens qui lèvent la main en disant, bon, attendez les mecs, un mec qui monte dans un avion, il faut lui faire le test HIV. Et on est d'accord. Pourquoi on lui dit pas ça? Bon. Parce que lui, ou cette personne, elle est, peut-être qu'elle ne le sait pas, qu'elle est atteinte. Ok, elle est touriste, elle vient dans un pays libéral. Elle peut. Non mais attends, mais c'est ça. Et se libérer. Elle se libère. Et puis il y a 2-3 cas supplémentaires qu'on va dire importés. Non, pas importés. Local. L'importé c'est un. Donc allons réfléchir à tout ça aussi. Ok. Même si mais je suis de ton avis. Il faut sur ce type de problématique avoir une vraie réflexion. Mais je dis aussi, ne nous faisons pas d'illusions. Nous sommes déjà menti à nous-mêmes. C'est tout. Oui, on est là. Mais attends, mais ma pas rendez-vous épisode, hein. Moi, déjà dit ça. Quand on a repris, j'ai dit, attendez, vous allez voir. Les médias, Michel, trouve-moi un média qui met en première, à la une, un truc sur le Covid. Trouve ça n'existe pas. En Guyane seulement. Ah oui, non, mais en Guyane, même pour les policiers, ils sont. La semaine prochaine, tu l'auras à la une de justice. Voilà un vrai média. Non, mais ce que je veux simplement dire, c'est que l'acceptation, tu as raison, l'acceptation de la mort. Il se trouve que nous vivons dans des sociétés où l'acceptation de la mort est beaucoup moins enfin, elle est problématique. Voilà. Ouais. Elle est problématique, alors qu'effectivement, on a accepté des épidémies qui ont tué beaucoup plus de monde, ça c'est vrai. Mais maintenant, cette comptabilité, l'opinion publique ne l'accepte pas. Non, pas l'opinion publique, ça ne l'accepte pas. Ça ne l'accepte pas. Ça qui est l'intermédiation vers l'opinion publique, et l'opinion publique ne l'accepte pas. J'ai rappelé ici ce que certains penseurs pensent de ça. Okay. Et je partage leur avis. Mais je partage ton point de vue. Ah bon, parce qu'un jour, ce ne sera pas le Covid, ce sera autre chose. Ou quand on a pour rien l'arrière, ou quand il est là, il paraît que Macron va faire une déclaration solennelle dimanche sur ces questions-là, sur l'économie, sur l'accélération du déconfinement, etc. On verra bien ce qu'il dira. Mais bon,
En tout cas, bon, moi, pour l'outre-mer, Voilà. en tout cas, moi, je pense que, en tout cas, et puis l'outre-mer insulaire de surcroît, bon, la Guyane, c'est évident qu'il faut faire attention, mais pour l'outre-mer insulaire, on a quand même le moyen, parce que nous sommes des îles, de contrôler un peu les choses. Alors, ne nous privons pas de ces moyens. Comme ils ont fait à Sainte-Lucie a barricadé. Mais oui, ils ont eu beaucoup je ne dis pas qu'ils vont tout fermer. Non, Je ne vais pas aller. Ils ont réouvert et Oui. ils vont les avoir. Ouais. Ils vont les avoir. Alors, on va changer de sujet parce qu'il y en a encore 2 ou 3 avant la fin. Le torchon brûle, comme tu l'as dit sur ton journal. Grégory, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir la première page de Justice? Et puis c'est vrai qu'on a oublié de saluer nos amis du progressiste. Il ne faut pas qu'on oublie de le faire. Alors voilà, plonger dans le marigot électoral. C'est-à-dire il y a une espèce de jauge dans le marigot. Georges, c'est le... Il n'y a pas d'allusion à la commune du Marigot, là. Non. Dont est originaire le président de l'Assemblée, Claude Lys. Ah bon? Ben oui. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. Là, tu parlais de couvercle qui a explosé, mais il y a beaucoup de choses. Parce que j'ai vu des images. Je vois, par exemple, rapprochement spectaculaire de Catherine Conconne et du président de l'Assemblée pour essayer de changer les trucs, enfin bon, pas ça. Et là, je t'écoute. Et là, tu nous mets la photo de Yann Monplaisir dans le marigot électoral et on voit qu'il a sorti 3-4 pages. Il est complètement fâché contre le président de l'exécutif, qui ne l'écoute pas, qui dirige seul, enfin bon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en tant que journaliste? Je ne vais pas être très long, il vaut mieux qu'il lise Justice. Bien joué. Bon, mais ceci dit, pour aller à l'essentiel, de l'argumentation du premier vice-président de l'Assemblée, c'est de dire que le président du Conseil exécutif n'a pas pris la mesure, Alfred Marie-Jeanne n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation que nous allons vivre, que nous sommes en train de vivre, du fait des conséquences de la crise sanitaire, crise économique et crise sociale. Bon. Et que par conséquent, la question aujourd'hui, c'est de discuter d'un plan de relance. Et pour ce plan de relance, il ne faut pas lui dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'accepte pas cette explication. Il faut aller chercher l'argent. Et il dit, voilà, l'argent, il faut emprunter. Et il dit, il faut emprunter 400 millions d'euros. Bon. Alors, la question, moi j'ai fait 2-3 observations, et il dit, tous les États, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., la France, empruntent beaucoup pour pouvoir juguler la crise économique et amortir le choc social. Il dit, bon, par conséquent, la Martinique doit faire ça. Alors j'observe, la Martinique n'est pas un État. La Martinique n'a pas le Federal Reserve Board, la Fed, pour faire marcher la planche à billets. Hein? La banque centrale d'Angleterre, hein? Ou le Japon, qui a encore la souveraineté monétaire, peut faire ça. La France n'a pas de souveraineté monétaire, puisqu'elle a transféré sa souveraineté monétaire à l'Europe. Bon. Mais enfin, bon, elle a proposé un plan de 500 milliards qui plus ou moins se met en place. Elle va, suivant les critères de la Commission européenne, en répercuter. Donc, la réalité, c'est que on ne veut pas, moi je dis ça, on ne veut pas la responsabilité dans le cadre de la décentralisation, la politique économique et de l'emploi. La loi de 1982-83 de la décentralisation est du ressort de l'État. Nous sommes dans l'article 73, la responsabilité principale de la réponse économique est de la responsabilité de l'État. Même si la collectivité territoriale doit prendre sa part. Mais quel rapport avec l'élection, là? Parce que je vois Alors, qu'il y a voilà. une d'élection. Alors moi, je pense que le rapport, c'est de dire, comme il y aura nécessairement, tous les économistes disent... Est-ce qu'on parle de l'élection de la CTM en 2021? Alors, moi je pense que
mon point de vue, hein, Oui. il y a 2 élections qui intéressent. Il y a l'élection municipale qui arrive bientôt, et puis il y a l'élection dans la CTM. Je pense que, comme on sait que de toute façon, il y aura un impact économique et social de cette crise, on est en train de se dire, j'avertis, et comme de toute façon, tous les économistes disent, même si l'État met des milliards sur la table, il y aura nécessairement une augmentation du chômage, il y aura des dégâts économiques, il y aura des faillites d'entreprises. Quand ça va se produire, je pourrais dire que je l'avais prévu et qu'on n'a rien fait. Voilà. D'accord. Bien. Et dis quelle est ta vision de tout ça, parce que C'est donc pour là, ça on que parle je de- dis que on est dans le marigot électoral, et comme on est, et ça c'est grave, on fait de la surenchère, parce que tout ce que j'entends, c'est que tout ce qu'on a fait, parce que la collectivité a fait des choses, ce n'est pas suffisant. Donc là, tu parles de l'élection de Saint-Joseph, hein, puisque j'ai vu Yann Monplaisir, donc c'est peut-être ça. J'ai pas nommé son nom. mais Sa photo était pas en entrée quand même. Ce que je dis, c'est qu'il y a des élections municipales. Donc certains, ceux qui sont toujours en lice, sont tentés d'utiliser, comment dirais-je, la tribune que Oui. représente la CTM pour se promotionner, parce que bon, et puis il y a la perspective des élections de 2021 pour dire bon, j'avais proposé des Je ne veux choses. plus être vice-président, je veux être président. Voilà. D'accord. Voilà. Et dis, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je partage sur les motivations. C'est clair que il y avait 5 ans pour faire du bruit. Hein. Bon, Covid, oui, faut pas non plus rêver. Il y avait 5 ans pour faire ce fameux emprunt obligataire de 400 millions. Dont tu as parlé plusieurs fois Bien ici. sûr, hein. mais pas moi, j'ai lu ça dans le programme. Hein. Donc ça n'a pas été fait. Il y a des choix stratégiques qui n'ont pas été faits. Et bon, je ne crois pas que ça soit très réaliste aujourd'hui de lancer un plan de relance à 9 mois des élections de la CTM. Le temps de lancer, sauf s'il y a des choix stratégiques qui sont autres. Il y a deux écoles. Soit tu dis, bon, j'emprunte et je distribue l'argent. Mais tu peux pas le distribuer. Une collectivité ne peut pas faire Tu ça. peux pas le distribuer. Il y a des règles. Donc il faut faire des marchés, il faut des projets, Il faut faire etc. des études. Bon, donc ça, c'est pas la peine. Bon, et puis il y a une autre façon de le faire, et là, c'est tout à fait possible. Tu dis, bon, écoutez, j'emprunte 100 millions. 100 millions, c'est une paille. 100 millions, ok, pour un conseil régional comme celui-là. 100 millions, c'est encore possible sur... D'ailleurs, il y a plein d'argent, on l'avait déjà dit, il y a plein d'argent quasiment gratuit aujourd'hui. Tu empruntes 100 millions sur les marchés financiers, par exemple, à 0,5 ou à 1%. Des sur intérêts les 30 négatifs, même. Sur les 30 prochaines années, ok. Et tu dis aux banques, voilà, je garantis avec ces 100 millions, je garantis les prêts que vous pourriez faire. Comme l'État fait, le fameux prêt garanti par l'État. Donc tu fais un prêt garanti. Enfin, c'est déjà un peu le cas, puisqu'il y a déjà des prêts garantis par la CTM, mais tu augmentes ton enveloppe. Ok, tu ne distribues pas l'argent sous forme de subvention. Hein, ça n'a aucun impact, ça. Par contre, tu dis aux entreprises, votre problématique majeure pour conserver l'emploi, c'est un problème de trésorerie. Ben, écoutez, on met 100 millions sur la table. Mais moi, j'ai une requête auprès de Michel, qui est encore là et qui est capable de faire pousser les choses. Oui. Moi, ce que je voudrais, c'est que la CTM paye les entreprises Exactement. à qui elle doit de l'argent. Exactement. Parce que ça fait plus que 100 millions d'euros. OK ? Si lundi, Michel m'appelle en me disant « Eddy, c'est bon, j'ai réussi à ce que Chabin puisse dire « Ok, ça au moins, c'est clair, on n'a pas de problématique là. Même s'il faut emprunter pour payer, c'est pas grave. » On injecte dans l'économie immédiatement des dizaines de millions d'euros, immédiatement, et ça fait repartir l'économie. Faisable ou pas? Bon, alors, je ne détiens pas les clés de ce problème-là, mais néanmoins, j'ai des observations. Première observation, c'est que ça me paraît tout à fait légitime qu'il y ait un débat au sein de la collectivité majeure sur la manière dont la collectivité peut contribuer
atténuer le choc économique et social. Attention, c'est pas... Bon. Et la deuxième chose, c'est que je demande qu'on prenne en compte avec réalisme la situation. Le réalisme, il y a plusieurs éléments. La collectivité a perdu des recettes. Oui. Elle a perdu des recettes. Bon. Et ce qui explique d'ailleurs un des problèmes qu'elle a, c'est qu'une des recettes qui faisait de la trésorerie, c'est l'octroi de mer, parce que ça arrive tout tôt. Bon. Donc ça explique aussi le resserrement de la trésorerie de la collectivité. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il y a un plan qui a été voté hier, une loi de finances rectificative, qui en partie doit répondre à l'interrogation des collectivités locales qui s'adressent à l'État, en disant qu'est-ce que vous faites pour nous aider à faire face à cette situation difficile. Et ça, il faut que cela se traduise. Et enfin, troisièmement, nous aurons un budget supplémentaire à la fin du mois de juin, et ce sera l'occasion de voir ce qu'on peut faire. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre les données du problème de manière sérieuse et non pas simplement dire on va emprunter. Non. D'accord. Ouais. Bon. Alors, on a fini, mais on voulait dire deux mots sur la Guadeloupe. Oui, alors, moi, il y a un truc... notre boulot, il faut quand même rappeler ça aux gens, c'est de lire tout. Ouais. Donc, on lit tout et on essaie ici d'expliquer un certain nombre de problématiques. Alors, moi, j'en ai noté une en Guadeloupe. Alors, je passe mon temps ici à mettre en exergue ce qui ne va pas, de manière à ce que nous puissions avancer, enfin, bon, à notre niveau, évidemment. Mais là, on a un vrai levier avec nous. C'est sur les pratiques peu orthodoxes de certains salariés dans le secteur de la collecte des ordures ménagères en Guadeloupe. Alors, mais un truc extraordinaire. Alors, je dis aux Guadeloupéens, bravo, parce que là, vous êtes super balèzes. Mais je pense qu'ici, ça existe également. En fait, il y a un syndicat qui a créé une coopérative et qui, à travers ses salariés, tente de récupérer les marchés des ordures ménagères en faisant pression sur les entreprises. Donc, ça va très très loin. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur France Antilles Guadeloupe. Mais c'est pas moi, on va pas dire que c'est moi, c'est Jocelyn Sapoti quand même, qui est le président de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre, qui dénonçait des pratiques mafieuses de certains salariés. C'est terrible, ça. Nous savons où vous habitez, nous savons où vont vos enfants. Nous savons où vont vos enfants, et de toute façon, sous pas banouille, nous quand ils prennent l'air. Ouais. C'est terrible. Mais voilà, il y a des gens qui m'ont dit, à l'époque, ah ouais, mais bon, ça n'existe pas. Mais encore des gens qui disent, ah ouais, non, mais bon. Et là, je voudrais saluer le courage d'un homme politique qui a reçu des menaces, de chefs d'entreprise. Il y a un chef d'entreprise là qui dit, bon, moi, j'en peux plus. Il s'appelle Camille Vaiti-Lingo, qui dit, mais il n'est pas le seul. Et il dit, non, c'est bon, quoi, les mecs. La corruption, la mafia, etc. Parce que là, si le procureur met son nez dans ça, alors là, ça va aller très très mal. Parce que, en fait, les types, ils réussissent à avoir des marchés. Mais qui leur donne les marchés? Des hommes politiques, hein. C'est des hommes politiques qui leur donnent les marchés. Et donc, ça veut dire que toute la chaîne de décision est pourrie, quoi. Et c'est pas des petits montants. Même des gens aussi costauds que Nicolin. Oui. Nicolin, c'est un des grands pontes du ramassage des ordures qui est installé en Guadeloupe. Le mec, il a perdu les marchés les uns derrière les autres en raison de pratiques de salariés. Alors, c'est des salariés qui ont monté une coopérative qui sont salariés en même temps de ces sociétés-là. Les camions sont cassés, brisés, incendiés, en fait. Alors, je ne cite pas de nom pour éviter d'avoir des problèmes, mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus. Et pour une fois qu'on a un homme politique qui dit, bon, ça va, ça suffit. Et ce qu'on attend des hommes politiques martiniquais, c'est qu'à un moment, ils disent, ça suffit. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais et Sapoti, c'est un mec, Monsieur Nigren, hein, parce que Magado, pour ça qui n'y là, ça ne joue pas. Hein. C'est quand il dit de pratiques mafieuses, c'est un euphémisme. Hein. Je soutiens ce que tu dis. En cherchant bien, on doit trouver des cas de ce genre en Martinique.
Tu vois, là, Non, mais faut pas avoir peur. sinon ça marche pas. S'il n'y a pas ça, ça marche pas. Non. Ok, on comprend pas. Non, je suis en train de chercher les camps en Martinique. Bien, très bien. Michel, merci beaucoup. Eddy, merci beaucoup. Nous avons une fois de plus abordé plein de sujets cette fois, un peu plus que d'habitude, avec des explications claires, vu ce que nous recevons. Joby qui nous dit bravo messieurs, c'est un plaisir de vous écouter. Panique encore, yon qu'à écouter l'autre, et puis respect, chapeau. Violaine qui dit 2 personnes que j'adore et que je connaissais et qui connaissent beaucoup de choses. Pascal Safa, j'ai dit Marajo. Enfin bon, merci Zouk TV. Monsieur Marajo, ministre de l'Outre-mer, quelle franchise, une connaissance de ces sujets. Merci et bravo. Eddy, c'est la Guadeloupe qui t'envoie ça. Enfin, il y a plein de personnes et on salue aussi Michel pour sa sagesse. Donc voilà ce que nous avons sur Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission sur Facebook là, puisqu'elle est en direct. Elle sera sur YouTube demain si Dieu veut. Elle sera rediffusée sur les réseaux de télévision habituels demain soir, vendredi 20h30, samedi 18h et dimanche à 10h. Voilà. Petite pub. Attends, on reprend. Alors, vendredi soir 20h30, Oui. samedi soir 18h 18h. et dimanche On 10h. va remettre ça dans la justice. Ouais. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Michel. On va remettre ça. Les gens me redemandent. Et il y a tellement de demandes que même dans la semaine, des fois, je suis obligé de repasser. Je dis, je suis obligé, je ne me fais pas violence. Parce que si les gens demandent, c'est que c'est bien, ça leur fait plaisir. Et ça nous fait plaisir. Ouais. Oui, Petite pub pour Politiquement Correct. Oui, bien sûr. Incorrect, pardon. Je reçois Jean-Louis Fonsa. On va pas parler politique, hein, parce que bon, c'est un militant politique, mais on va parler histoire, et notamment l'histoire de la MEP et de Cabor-Maçon. D'accord. Voilà, ce fameux drapeau rouge, vert, noir. Alors, une demande. Un vieux camarade du parti m'a interpellé, m'a demandé on a cité un certain nombre d'ouvrages, tu as cité un truc concernant les dissidents de Thierry Létang. Est-ce que tu peux reprendre exactement où tu as? Oui, alors, les gens qui veulent retrouver... Alors, c'est un ouvrage qui est disponible sur le net, donc c'est sur la dissidence, et c'est un ouvrage qui a été publié par la DEAL. Donc, ils mettent DEAL sur la barre de recherche. Mais alors, voilà, je vais faire mieux. Vous envoyez vos demandes par mail à Zouk TV, parce que Zouk TV a l'ouvrage en question, et ils peuvent vous l'envoyer par mail. Moi aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un monsieur qui nous avait demandé... Et je lui ai envoyé l'ouvrage, j'en profite pour le saluer. Donc, c'est sous forme dématérialisée. Vous nous envoyez votre mail et on vous l'enverra. Voilà. L'émission, donc, Politiquement Incorrect va être diffusée dimanche soir à 20h30 et rediffusée samedi prochain à 10h. J'ai dit une bêtise alors concernant le cursus samedi. Non, c'est dimanche 10h. Dimanche 10h, d'accord. 10h, ouais. Donc, et Politiquement Incorrect, c'est rediffusé le samedi à 10h. Voilà. Et puis en plus, il y a des diffusions aléatoires que nous n'avons pas programmées, mais que nous diffusons des fois la nuit pour ceux qui ne dorment pas, pour les accompagner. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Je regagne la plénière. Ah bon, tu retournes au taf là? Bah oui, maman. Je retourne dans le marigot. Quant à vous, je vous souhaite de passer un excellent week-end et puis à très vite sur Zouk Télévision.